Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Notre chaîne de télévision est sous la menace d'une suspension brutale de ses émissions. La société française du Eutelsat, qui assure la transmission par satellite, fait suite à la demande de la Turquie de mettre un terme à ses diffusions. C'est ce 14 avril 2017 que la société Eutelsat a envoyé un message urgent à la société STN, une société spécialisée dans les prestations satellitaires. Eutelsat demandait de suspendre la diffusion de la chaîne de télévision Ronay TV depuis le satellite Hotbird. Eutelsat prétend que cette décision a été prise sur base d'une demande formelle du Conseil suprême des radios et télévisions de Turquie, le RTÜK. Dans une requête officielle datée du 21 mars 2017, ce Conseil suprême accusait Ronay TV d'avoir violé les dispositions des conventions européennes ainsi que les lois turques. C'est pourquoi RTÜK a demandé à Eutelsat de suspendre la diffusion de Ronay TV. Le Conseil suprême des télévisions turques, RTÜK, se sert pour cette requête visant à suspendre Ronay TV et Ster TV du prétexte de soutien au terrorisme. Ronay TV est une chaîne de télévision kurde dont le siège social se trouve en Suède. La chaîne diffuse donc ses programmes en se pliant à toutes les lois suédoises et européennes relatives aux médias. Cette chaîne s'adresse à toutes les composantes linguistiques de Syrie et diffuse donc ses programmes dans les dialectes kurdes Kurmanji, Sorani, en arabe, en assyriaque et comme maintenant en français. Il y a 300 journalistes et techniciens qui travaillent pour Ronay TV dans des studios qui sont situés à Afrin, à Kamchlo, à Kobani, à Alep, à Suleymaniye, à Beyrouth et à Bruxelles. C'est pour la Syrie la seule chaîne de télévision qui ne soit pas contrôlée par le régime et qui s'adresse sans discrimination à l'ensemble du peuple syrien. Tous les Syriens peuvent ainsi se tenir informés des derniers développements de l'actualité et suivre leurs programmes dans leur propre langue. Heure après heure, Ronay TV suit les derniers développements de la guerre menée contre le Daesh par les forces de la coalition internationale, ainsi que par leurs partenaires des forces démocratiques syriennes, les FDS, et par ceux des unités de protection du peuple, les Yapaga. Lors de la couverture des batailles de Kobani, de Menbish, de Shadadi ou maintenant de Raqqa, 2 correspondants de Ronay TV ont perdu la vie et de nombreux reporters et techniciens ont été blessés. Une délégation de Ronay TV et Ster TV ont organisé une réunion avec l'Union internationale des journalistes françaises au sujet de la décision Eutelsat de cesser la diffusion pour les 3 chaînes kurdes. La réunion a eu lieu au siège de l'Union des syndicats des journalistes à Paris, où ils ont discuté de la décision d'Eutelsat de cesser la diffusion des 3 chaînes kurdes. La délégation médiatique kurde a déclaré qu'à la tête de la décision des syndicats vient dans le contexte de coopération avec Eutelsat et l'État turc. À son tour, la secrétaire générale des syndicats Dominique Bradley pour le rejet de la décision d'Eutelsat et de soutenir les droits des 3 chaînes kurdes de poursuivre la diffusion. Bradley a souligné qu'ils sont pleinement informés de la violation des libertés de la presse en Turquie, ajoutant qu'ils poursuivent la même chose et la même pression sur les 3 chaînes kurdes par satellite, en soulignant qu'ils sont en train de mettre une déclaration de solidarité exprimant leur rejet de la décision d'arrêter la diffusion. Le centre de la ville de Tabqa avait été libéré la semaine dernière. Ce mercredi, les forces démocratiques syriennes ont terminé les opérations militaires à Tabqa en reprenant le barrage où ils étaient réfugiés, les derniers membres du Daesh. Après la libération du centre-ville de Tabqa, les combats se sont encore poursuivis en début de semaine autour du barrage dans les quartiers de Hay Hawal, de Hay Salis et de Tani. La difficulté des forces démocratiques syriennes dans leur progression tenait au fait que les membres de Daesh retenaient des civils comme boucliers humains. Mardi après-midi,
500 de ces civils retenus étaient finalement évacués et déplacés vers des zones sécurisées. Une fois ces civils évacués, les 2 quartiers de Haï Salis et de Haï Tani ont été repris dès le mercredi au matin. Acculés sur le barrage, les membres de Daesh ont finalement été coincés dans une dernière poche de résistance dans les bâtiments qui se trouvent directement sur le barrage. Et mercredi soir, enfin, le barrage était repris par les forces démocratiques syriennes. Les opérations de déminage et de sécurisation des lieux ont immédiatement commencé sitôt les combats terminés. Lors de la conférence de presse de ce vendredi, la porte-parole des unités des forces démocratiques syriennes, Jihan Sheikh Ahmed, a confirmé que la gestion de la ville de Tabqa sera entièrement confiée au conseil civil de la ville, un conseil qui est composé par les habitants de Tabqa eux-mêmes. Le barrage de Tabqa retient les eaux du lac Assad, un lac de 630 km² et qui retient 12 milliards de mètres cubes d'eau. Ce barrage profite tant aux habitants des différentes grandes villes du nord de la Syrie, à cause de sa capacité électrique de 880 MW, qu'aux agriculteurs qui disposent d'eau propre pour la culture de leurs champs. Avant la guerre, il y avait à Tabqa 250 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 75 000. Les opérations militaires pour reprendre la ville de Raqqa avaient été suspendues pour une quinzaine de jours. Mardi, les combattants des forces démocratiques syriennes ont repris le chemin de l'offensive, balayant les bandes du Daesh qui occupent les campagnes et les villages au nord de la ville. Lors de la reprise des opérations militaires au nord de Raqqa, les forces démocratiques syriennes ont immédiatement repris le contrôle des villages d'Al-Jalai et de Maïseloum. Jeudi, 4000 civils, principalement des femmes et des enfants, étaient déplacés vers des zones sécurisées. Ces opérations de sécurisation des civils permettent d'engranger des succès militaires. Vendredi, c'était ainsi au tour du village d'Al-Ansar être libéré. Pour venir en aide aux forces démocratiques syriennes, le Pentagone a convaincu le président américain Donald Trump de fournir aux combattants de la liberté des armes et des munitions. Dana White, le porte-parole du Pentagone, a expliqué que les forces démocratiques syriennes étaient la seule force qui soit capable, dans un avenir proche, de reprendre Raqqa au Daesh. Radoul Khalil, le porte-parole des Yapaga, a salué cette décision. Même si cette décision vient un peu tard, a-t-il dit, elle est la preuve de la confiance en nos forces dans le combat contre le Daesh. Les Yapaga ont prouvé au monde entier, et plus particulièrement aux forces de la coalition internationale, que ce sont la principale force pour combattre le terrorisme. Nous croyons, encore ajouté Radoul Khalil, que c'est une décision historique. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui se mettent à l'abri des attaques de Daesh et de la Turquie, malgré tous les efforts déployés par la population et par les différents conseils civils. La crise humanitaire commence à faire des victimes. Ceux qui n'ont pas été tués par les combats risquent maintenant de mourir de faim. Cette dame s'appelle Souhat Rouaïb. Cette dame de Maskana a marché pendant 35 jours à travers le désert pour rejoindre les zones sécurisées par les forces démocratiques syriennes. Elle explique qu'elle a dû marcher sans arrêt parce que le Daesh les prenait, elle et son groupe de réfugiés, pour cible. Elle a dû tout quitter de son ancienne vie, sa maison, ses champs, des années de travail. Elle explique aussi que le Daesh organise son propre commerce de transit des réfugiés. Certains marchands évacuent ainsi les familles contre tout l'argent qu'elles possèdent, tandis que d'autres marchands les dénoncent. Mais tous ces trafiquants, dit-elle, sont liés au Daesh. Ilham Ahmed, la coprésidente du Conseil démocratique de Syrie, a chiffré à 100 000 le nombre des nouveaux réfugiés pour ces 15 dernières journées. Et encore, ce ne sont que les réfugiés qui sont inscrits dans les camps, parce qu'il y a encore tous ceux qui ont pu rejoindre une famille ou des amis et qui vivent donc à leur charge. Ces réfugiés viennent de partout, de Raqqa, de Bab, de Tal Afar ou encore de Kirkouk.
aucun effort sérieux n'a été mené par les forces de la coalition pour soulager la souffrance de tous ces réfugiés. Jusqu'à présent, cette crise humanitaire a déjà fait 38 victimes, simplement à cause du manque de médicaments, de nourriture et d'abris. Et non seulement les camps ne sont pas prévus pour accueillir tant de monde, mais en plus, il y a eu ces attaques récentes de la Turquie et du Daesh sur les camps de réfugiés, notamment à Afrin et à Shadadi. Afrin, justement, où il y a actuellement 300 000 réfugiés. Le coprésident du Conseil des affaires sociales du canton d'Afrin, Arifa Bekir, dénonce qu'en dépit des appels répétés à la communauté internationale ainsi qu'aux organisations humanitaires, l'aide qui est actuellement envoyée pour les réfugiés de son canton ne couvre que 2% des besoins. Les réfugiés tentent alors de passer la frontière turque pour tenter de rejoindre l'Europe. Certains y arrivent, mais d'autres sont massacrés par les soldats turcs sitôt passé la frontière. Non seulement la Turquie se joint au Daesh pour mener des attaques à l'artillerie sur les camps de réfugiés, comme dans le camp de Roubar la semaine dernière, mais les agriculteurs qui doivent moissonner et travailler leurs champs sont empêchés de faire leur travail par les forces armées turques qui tirent sur ces agriculteurs dès qu'ils tentent de rejoindre leurs terres. Rajab Rasid Hassan, l'un de ces fermiers d'Afrin, dénonce les tirs des soldats turcs alors que son champ se trouve à 300 mètres de la frontière. Les cours d'eau qui arrosent les terres des agriculteurs sont eux aussi détournés par la Turquie, asséchant ainsi les sols et compromettant les récoltes. Les forces turques qui occupent la région de Shahba vident les villes et leurs habitants afin d'y placer des combattants des différentes factions proches d'Al-Qaïda et leurs familles. En plus des attaques violentes, les civils qui sont capturés sont torturés et assassinés pour l'exemple. Nous vous avions déjà parlé la semaine dernière de cette jeune fille, Imam Muslem, une jeune fille de 24 ans qui rentrait de chez son oncle vers son village de Khabat al-Sher quand elle a été kidnappée par la bande armée Sultan Murat, une bande qui travaille pour la Turquie dans la région de Sheba. Cette jeune femme a été violée, puis assassinée, et son corps avait été jeté dans un puits. Cette semaine, on a appris qu'un autre civil kurde, Mahmoud Ahmed Ismail, avait été assassiné dans son village de Nemmane, à 14 km au nord de la ville de Bap. Les bandes armées qui occupent la région sous l'autorité de la Turquie ont torturé cet homme devant sa famille avant de le pendre sur la place de l'école du village. Mahmoud Ahmed refusait de céder sa maison au groupe armé qui vide le territoire de Sheba de tous ses habitants afin de changer la structure démographique de cette région du nord de la Syrie. Ce sont ainsi chaque jour des centaines de réfugiés qui doivent quitter leur foyer depuis la région de Sheba. Pour repousser les forces armées turques et les bandes de mercenaires qu'elles utilisent dans la région de Sheba, les combattants des forces révolutionnaires, le Jaish al-Thawar, mènent des opérations défensives. Ainsi, dans la ville de Mari, une position de ces bandes armées a été attaquée après les frappes décidées par la Turquie sur les localités de Shah Issa et de Arfat. Plusieurs dizaines de mercenaires auraient été tués ce lundi lors des combats. Mercredi, on déplorera encore de nouvelles attaques des bandes affiliées aux forces armées turques, des attaques aux mortiers à hauteur d'Ain Darneh et de Tel Rifat. Le régime al-Qaïda prétend lutter contre le terrorisme, mais il libère tous les détenus de Daesh. Et le soutien financièrement et les finances d'Al-Qaïda sont invités en grande pompe par les autorités turques. 7 membres de Daesh, originaires de Russie, de Chine et de Géorgie, avaient été arrêtés par les autorités turques qui s'efforcent de montrer qu'elles combattent l'organisation. Mais tous ces hommes ont été relâchés après avoir été entendus par la deuxième haute cour pénale de Kocaeli, un jugement rendu ce lundi. De nombreux membres de Daesh avaient déjà été arrêtés par les autorités turques qui souhaitent ainsi donner une publicité à leur combat contre le terrorisme, mais par la suite, tous ces membres sont relâchés. Et puis, il y a eu cette visite de Moussana Harith al-Dari, le secrétaire général du Conseil des savants musulmans irakiens. Cet homme, al-Dari, est inscrit sur la liste du Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant l'une de ces personnalités
qui finance tant Al-Qaïda que le Daesh. Dès 2008, Al-Dari finançait les cellules d'Al-Qaïda en Irak, des cellules dont l'objectif est alors de frapper les forces armées irakiennes ainsi que celles de la force multinationale. Et Al-Dari, toujours selon le site de l'ONU, expliquait comment mener des attaques de plus grande ampleur. Et puis, il menaçait aussi les participants aux formations d'Al-Qaïda en leur disant que s'ils échouaient, ils seraient remplacés par d'autres membres d'Al-Qaïda en Irak. Al-Dari a néanmoins été reçu ce 5 mai à Ankara par le directeur des affaires religieuses de Turquie, Mehmet Görmez, avec qui il s'est entretenu. Si l'on s'en tient au site internet de l'Association du Conseil des clercs musulmans, ils ont parlé de fitna et de droiture. Le responsable de Turquie pour les affaires religieuses, Görmez, a expliqué qu'il connaissait très bien le comité des savants musulmans d'Irak et qu'il l'appréciait et le respectait pour le travail qu'il menait en Irak. Dans le cadre de la fermeture annoncée de notre chaîne de télévision, le président du PYD, Saleh Mouslim, a rencontré le président François Hollande ce jeudi. Il a aussi été question des derniers développements politiques et militaires dans le Kurdistan. Entre le 14 décembre 2015 et le 2 mars 2016, la ville de Cezire a été placée sous couvre-feu. Cela signifie que les forces de l'ordre turc ont eu toute licence pour détruire et pour tuer. À Cezire, 150 personnes ont ainsi été brûlées vives par les forces de l'ordre lors du siège du bâtiment dans lequel toutes ces personnes s'étaient réfugiées. Ces lieux sinistres ont été surnommés les caves de l'horreur. Plusieurs corps ont été retrouvés et enfouis anonymement dans un cimetière, mais les lieux de cette tragédie contiennent encore les restes de plusieurs victimes. Pour faire disparaître toute trace de ces crimes, l'État turc a confié à la société Biskon la construction sur ces lieux de mémoire de 604 logements et de 120 magasins. Et dans l'immédiat, avant la fin des travaux, un réfectoire et un dortoir pour les ouvriers est prévu à l'endroit exact des caves de l'horreur. Azal Akdogan, la maman de Tahir, un jeune homme qui a été assassiné dans ces caves, estime que ces lieux sont un morceau d'histoire. Ce que veut l'État, dit cette maman, c'est faire oublier ce qui s'est passé. Et elle conclut qu'on ne devrait pas construire de la vie au sommet de tant de morts. Toujours dans cette entreprise d'éradication des traces du passé, il nous faut aussi signaler la destruction du site historique d'Hasan Cave, un site où les premières traces de présence humaine remontent à 12 000 ans. Ces ruines anciennes auront survécu à tout, sauf au règne d'Erdogan. On sait que 199 villages seront inondés sous les flots du barrage d'ici 2 ans. 78 000 personnes seront obligées de quitter leur foyer, et les journalistes qui veulent en parler ne sont pas les bienvenus. Ce 8 mai, Mathias Depardon, un journaliste français qui travaille pour le magazine National Geographic, a été arrêté. Mathias Depardon prenait des photos des nouvelles zones d'habitation prévues à Hasan Cave, ce qui constitue, aux yeux des autorités turques, un élément de suspicion de propagande pour une organisation terroriste. Dans le cadre de la fermeture annoncée de notre chaîne de télévision, le président de PYD, Saleh Mouslim, a rencontré le président François Hollande ce jeudi. Il a aussi été question des derniers développements politiques et militaires dans le Kurdistan. Lors de sa visite à l'Élysée, Saleh Mouslim s'est entretenu avec le bientôt ancien président François Hollande, et ce sur plusieurs sujets, notamment sur le sujet de la création de la Fédération de la Syrie du Nord. Selon le président du PADA, Saleh Mouslim, l'approche du président français était positive. François Hollande a même affirmé qu'il était fier de la lutte menée dans le nord de la Syrie. Lors de leur entretien, les deux hommes ont bien évidemment abordé la question des télévisions kurdes, et notamment la nôtre, Ronay TV, qui devrait cesser d'émettre tout prochainement suite à la demande faite par les autorités turques à la société française de diffusion satellitaire Eutelsat. Si le président Hollande a reconnu
ne pas approuver cette décision d'Eutelsat, le président du PADA a malheureusement dû conclure que l'on ne savait pas ce qui se ferait sur le plan pratique concernant ce dossier. Plus tôt dans la semaine, le président du PADA s'était rendu à une cérémonie organisée à Mainz, en Allemagne, pour célébrer les 11 ans du journal Yeni Özgür Politika. Saleh Muslim y avait déjà dénoncé l'attitude des États européens. Ne voyez-vous pas, a-t-il dit, que le sultan de Turquie cherche à contrôler les sociétés de vos pays. Ce sultan se sent mal à l'aise avec les vérités. Votre société Eutelsat, avait dit Saleh Muslim, viole vos lois et ferme les chaînes de télévision. Il ne faut pas rester silencieux devant ce mépris du droit. Au Bakour, les courtisans du Nord, les arrestations se poursuivent. Des responsables politiques ou des simples militants sont chaque jour envoyés en prison. Et les élus sont remplacés par des proches du régime qui confisquent les institutions. Mardi, la cobourgmestre de Siirt, Belkisa Beştaş Epozdemir, est arrêtée lors d'un raid à domicile. La raison de son enfermement n'est pas connue, mais l'autre cobourgmestre de Siirt, Tuncer Bakiran, avait déjà été arrêté en novembre. 44 autres personnes ont encore été arrêtées ce même mardi dans les villes de Manisa, d'Istanbul et d'Iktir. Il y a parmi toutes ces personnes arrêtées des responsables du parti HDP. 2 jours plus tard, jeudi, c'était le tour de 29 autres cadres et responsables des partis DBP et HDP de Van, d'Askişehir et d'Izmir être emmenés vers la prison. À Van, les policiers ont brisé les portes et les fenêtres des locaux du DBP pour mener leur mission d'arrestation. Et une fois que les élus sont en prison, le pouvoir a toute latitude pour nommer des curateurs à leur place. Ces curateurs viennent justement de confisquer le Centre pour la vie des femmes, un centre qui avait été ouvert par le DBP à Gürpınar. Ce centre a été remis au CADEM. Le CADEM, c'est une organisation de Sümeyye Erdogan, la propre fille du président Erdogan est la vice-présidente. Il y a aussi le centre de soins Hayri Sinik de Gürpınar. Ce centre a été transformé pour que l'on y donne des leçons de Coran. Mais si le centre n'a pas été fermé, c'est juste parce que l'épouse du curateur, le curateur Osman Doramachi, a elle-même été nommée présidente de ce centre par son mari. Soulignons que 48 travailleurs de Gürpınar ont été licenciés ces 3 dernières semaines par ce même curateur qui a nommé sa femme. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.